Je suis Dominique Massé, actuellement donc coprésident de Secrets Toxiques et coprésident de la campagne glyphosate et faucheur volontaire et militant multicarte. Alors parle-nous un peu du coup de ton parcours militant. Oh là, j'ai commencé très tôt, hein. J'ai commencé à militer à l'âge de 15 ans, post 68 arts. Voilà, donc au lycée, au collège, j'ai été aussi incorporé au service militaire obligatoire. Donc là, cellule clandestine, sabotage, pétition. Voilà, donc vraiment des actions clandestines au niveau de l'armée. Et puis une longue période de voyage à travers le monde. Et ensuite, au retour, retour à la case militante et avec toutes les facettes de ce que je considère nécessaire pour militer, c'est-à-dire à la fois dans sa vie personnelle, au niveau des collectifs et au niveau politique, puisque j'ai été élu pendant 25 ans dans une petite commune et j'ai été maire. Et là aussi, on peut militer et faire des choses nouvelles. Et donc ce cumul de tout ça permet d'avoir pour moi une militance variée et complète et complexe. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de la période où tu voyageais? Disons que je suis sorti du service militaire avec une furieuse envie de m'échapper après beaucoup de mois de cellules, de prison, puisque j'étais très repéré. Et l'envie de voyager est venue très vite, hein, et donc je suis parti un peu partout, d'abord en Europe, puis des petites incursions en Afrique, et puis après je suis parti vers les Indes, à pied, en stop, sans un sou, pour tester l'autosuffisance sur le voyage pendant un an. Voilà, donc beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences, et c'était vraiment très enrichissant, et ça permet justement de mesurer ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce que ces voyages ont pu nourrir ton expérience militante? Je me suis confronté à d'autres vies, d'autres personnes, d'autres conditions de vie, hein, puisque j'ai vécu parfois au bord d'un désert, il fallait aller chercher l'eau à 5 km. Donc évidemment que la notion de l'eau, par exemple, pour moi, j'ai un respect de l'eau et une attention à l'eau que je n'aurais peut-être pas eu si il suffisait uniquement de tourner un robinet. Et d'ailleurs, j'ai vécu pendant longtemps dans une maison isolée où il n'y avait pas l'eau, il fallait aller la chercher à la source. Voilà, donc rien que ça, c'est juste un exemple, une illustration. Ma relation à l'eau a évolué par mes voyages, parce que j'ai vécu à des endroits où l'eau est une richesse et une rareté. Voilà. Et beaucoup d'autres choses, hein, la notion de solidarité, d'entraide, la notion aussi d'espoir malgré tout, hein, de rester confiant malgré tout, dans des pays où la mort est là, où la malnutrition est là, où l'insécurité XXX est là. Et donc ça donne aussi cette capacité aussi à la fois de lutter, mais aussi d'accepter des choses. Et de prendre conscience de là où je suis par rapport à des pays où la vie, où là, quand on manifeste, c'est à balles réelles, quoi. Donc ça, ce sont des réalités que j'ai prises. Et ça m'a aidé à construire une forme de militance et un regard sur la militance, peut-être différent de ce regard que j'aurais eu si je n'étais pas parti voyager. Donc après tu reviens en France et tu te remets à militer. Comment ça se passe du coup Déjà, je reviens en France avec une vraie volonté de m'installer, hein, de faire quelque chose de mes 10 mains, de mes 10 doigts, pardon. Et donc je me suis installé dans une petite maison isolée, volonté d'autosuffisance, quasiment d'autarcie, qui n'a pas abouti parce que c'était impossible tout seul, enfin avec ma compagne. Et bien sûr, la militance est revenue à grands pas, et le premier contact que j'ai repris, c'était sur les OGM. Ça a été vraiment très clair, hein, dès le départ, anti-OGM et fauchage. J'ai commencé à faucher en 98, je crois. 1998, fauchage et le nucléaire, qui ont été les deux premiers secteurs où j'étais vraiment impliqué, jusqu'à faire un jeûne de 36 jours en 2004 pour demander un audit sur le nucléaire avant la reprise de l'EPR, et des fauchages qui se multiplient, et une application forte chez les faucheurs. Mais en même temps, quand on sait que lorsqu'on tire les petits bouts de ficelle comme ça,
La pelote, c'est toujours la même qui bouge, donc on sait aussi qu'il y a la partie sociale qu'il faut traiter, la migration, voilà, donc les luttes petit à petit se multiplient et on finit à un moment donné d'ailleurs par devoir un peu jeter l'éponge sur certaines, parce que, je veux dire, tout est lié, tout est lié. Dès qu'on approfondit une militance, on sait que derrière, il y a les mêmes gens, il y a les mêmes problématiques, et quelle que soit l'entrée, on arrive toujours à cette pelote au milieu, là, qui est cette pelote à abattre. Bon, alors, l'abattre est difficile. C'est quoi la pelote en question? Ben, c'est le capitalisme libéral, décomplexé totalement, quoi. Et la relation au pouvoir, qui en découle, mais qui aussi qui en découle et qui est un des points vraiment importants, le travail sur le pouvoir, sur son pouvoir et le pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc ça m'a permis en tant que maire justement, de ça temps. me donne envie Voilà. d'enchaîner sur ton expérience de maire. Voilà. Il a fallu d'abord que je fasse un gros travail dans des collectifs, dans des luttes différentes, sur justement le pouvoir, qu'est-ce que c'est, et parce qu'au départ, je ne voulais jamais me mettre en avant. Parce que justement, j'avais peur du pouvoir, et peur de ma relation au pouvoir. Et à force de brasser, de réfléchir, de m'impliquer, j'ai compris que le pouvoir, c'était bien de le prendre, mais pour le partager. Donc en tant que maire, j'ai accepté la fonction de maire à cette condition-là. C'est-à-dire remettre de la politique au sein de mon petit village et être accompagné dans ma gestion du pouvoir. C'est-à-dire ne pas me laisser me démerder avec, sachant le risque que je connais du pouvoir, à quel point il peut pervertir et nous entraîner sur des voies qui deviennent après complètement en désaccord avec l'objet d'origine. Voilà, donc ça a été des expériences de démocratie directe, de référendum de village, de démocratie participative. Voilà, ça a été des conseils municipaux très très longs, très réguliers, des réunions, voilà. C'était l'idée, j'ai pris le pouvoir, ou nous avons pris le pouvoir, parce que c'est un conseil quand même. Nous avons pris le pouvoir, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on fait pour qu'on ne l'accapare pas? Et ça a été un vrai travail et je pense une certaine réussite. Il y a eu des échecs évidemment comme toujours. Tu es resté maire combien de temps? En fait j'ai eu une période donc, dans ce petit village de 25 ans, pendant lequel pendant 15 ans j'étais maire adjoint et 10 ans en tant que maire. Donc un quart de siècle, ce qui représente une belle tranche de vie. Et après j'ai repris une fonction d'élu au sein de la commune quand je suis parti de ce petit village, à Foix, où là, dans une équipe plurifacette, on tourne tous les 2 ans. Donc j'étais pendant 2 ans sur le dernier mandat, et j'étais conseiller municipal dans l'opposition. Et là, dans 1 an, même pas, je serai de nouveau conseiller municipal à Foix pour 2 ans. Donc pas complètement abandonner la politique? Non, parce que je pense vraiment, 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 qu'on s'ampute si on ne s'implique pas en politique. Pas spécialement dans les élections. Hein. Je ne suis pas très fanat je vote, hein, mais pas toujours. Et jamais au deuxième tour d'ailleurs. Mais s'impliquer en politique on n'utilise pas la transformation personnelle, l'acte personnel posé chez soi, l'acte associatif, militant dans les associations, dans les collectifs, et la partie politique. Alors en alternance parfois, on ne peut pas tout faire tout le temps. Mais ces 3 voies-là sont vachement importantes pour aboutir à quelque chose de complet et qui peut peut-être aboutir. Alors du coup, et on va parler un peu là de ton engagement sur les pesticides. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de comment tu es rentré dedans, des raisons qui t'ont poussé à y entrer, puis de la chronologie un petit peu? Quand tu es faucheur, tu as 3 axes de lutte. Tu as les OGM, les pesticides associés, puisqu'il n'y aurait pas d'OGM sans pesticides, puisque tout est lié, et le brevetage du vivant, qui sont les 3 grands axes des luttes des faucheurs. Donc en faucheur, automatiquement, tu te confrontes aux pesticides, soit qui sont comme pour les maïs BT, qui sont produits en substance, donc la plante produit elle-même son insecticide, soit rendue tolérante par des manipulations génétiques, comme on l'a actuellement sur le tournesol
et le colza. Donc de toute façon, les pesticides sont là, omniprésents et omniscients, dans notre relation avec les cultures actuellement OGM. Et donc automatiquement, à un moment donné, on s'y trouve et la conscience naît de plus en plus de la dangerosité. Et donc moi, mon implication sur les pesticides très spécifiquement est née donc d'une action de faucheurs dans des jardineries, hein, où on a peinturluré des centaines de bidons à base de glyphosate dans le but de les rendre impropres et surtout dans le but de pouvoir communiquer là-dessus et d'aboutir au procès. C'était quand ça? C'était en 2016 et 2017, où il y a eu une campagne nationale d'action dans les jardineries par les faucheurs. Donc en 2017, on a refait une série d'actions pour réenfoncer le clou. On a refusé tout ce qui était composition pénale, etc. pour aller au procès. Et donc en août 2017, on a eu un procès, 21 faucheurs et faucheuses. Et là, on avait décidé d'aller au procès. Après avoir fait des analyses d'urine, de recherche de glyphosate, de quantification du glyphosate dans nos urines. Notre avocat avait fait la même chose. Et donc on est arrivé au tribunal avec des résultats d'analyse. En disant, on est contre les pesticides et on est concerné. Donc là, vous étiez jugé pour l'action de peinturlurage. C'est ça, destruction du bien d'autrui en Réunion, suite à ces peinturlurages de bidons. Et donc là, nous sommes venus avec nos analyses d'urine. C'était une idée qui était née de ce qu'avait fait Génération Future juste avant. Donc on est arrivé au tribunal avec notre avocat et sa compagne, avec nos analyses d'urine, en disant voilà, on a du glyphosate dans nos urines. C'est ce qu'on a appelé la campagne glyphosate. Non, ça c'était préalable à la campagne glyphosate, c'était pour le procès. Mais ça a été le départ, la graine. Donc à ce procès s'est passé une chose très forte, c'est que le tribunal, à notre demande, a interpellé la Cour de justice de l'Union européenne sur des questions préjudicielles. C'est une possibilité qui suspend le procès, puisque le tribunal se considérait n'ayant pas les informations suffisantes. C'est un peu comme les questions prioritaires de constitutionnalité. On a besoin d'interroger une structure pour pouvoir proposer notre point de vue et porter un jugement, et porter une condamnation ou pas. Donc ces questions ont été posées à la Cour de justice européenne. On y a été convoqué, on y est allé. On a assisté à cette grande messe, hein, avec beaucoup d'apparat. Et en 2019, l'arrêt de la Cour de justice européenne nous a répondu en nous disant la réglementation est bonne, mais elle n'est pas appliquée, pas suffisamment appliquée par les organismes accréditeurs et en charge de la sécurité alimentaire. L'EFSA et l'ANSES pour la France, le BFR pour l'Allemagne, etc. Donc le procès a donc été repris, puisque le tribunal avait les éléments nécessaires pour continuer à nous poursuivre sur destruction du bien d'autrui en Réunion. Ça s'est passé en mars 2021, tout récemment. Et là, nous avons eu une nouvelle surprise. Nous avons été relaxés. Bon, ça peut arriver. Mais c'est surtout les motifs de la relaxe. C'était en invoquant l'état de nécessité. L'état de nécessité, 2 mots là-dessus quand même, pour expliquer. C'est que quand on commet un acte, un délit, un acte qui peut être considéré comme un délit, pour en éviter un plus important ou un risque plus important. Juste un exemple pour illustrer, on passe devant un immeuble, une maison, on entend appeler au secours, on défonce la porte pour porter secours, on porte le secours, on a créé un délit, on a défoncé une porte, violation de domicile, mais on n'est pas poursuivi pour ça. Donc dans votre cas, Dans notre cas, c'était l'alerte sur les dangerosités des pesticides, sur les évaluations qui sont insuffisantes, c'est écrit en toutes lettres, hein, sur le fait qu'ils sont mal évalués, pas assez évalués, fait que votre action était légitime et en cela, elle était nécessaire. Donc ça, c'est une avancée énorme. C'est-à-dire, vous avez eu raison d'agir et vous deviez agir. Il y avait urgence à agir.
Voilà, donc c'était une belle réussite, on a été stupéfait de ça. On l'espérait, hein. Notre avocat travaillait là-dessus, bien sûr. Donc ça a été une excellente nouvelle. On était très heureux. Bon, il y a eu un peu de temps après, évidemment, un appel du procureur. Curieusement, pas tant sur la relaxe, mais sur l'état de nécessité. C'est pas curieux d'ailleurs. Parce que là, on ouvre une brèche, une énorme brèche. Disons, suite à ce procès, il y a eu toute la saga du renouvellement de l'autorisation du glyphosate, où c'était 3 ans, 5 ans, 10 ans, enfin tout ce qu'on a suivi. Et on s'est rendu compte que bon, le glyphosate était de nouveau autorisé pour 5 ans au niveau de l'Europe et 3 ans prétendument pour la France. Et là on s'est dit, bon voilà, c'est reparti pour un tour, retour à la case départ, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc on s'est dit, on va intensifier et diffuser l'idée de faire des analyses d'urine et de le faire d'une manière massive. Mais on ne pouvait pas se contenter de faire le bilan. On était des activistes, des faucheurs. Il fallait poser un acte, et l'acte, c'était une plainte. Donc voilà, on a lancé ça. On a tout testé en Ariège, on a fait tous les étapes, jusqu'au dépôt de 8 plaintes au tribunal de Foix, de faucheurs, qui avaient fait leurs analyses, les premiers. Et ensuite, on a envoyé des kits dans toute la France, et ça a pris beaucoup d'ampleur, puisqu'on est arrivé à 6800 prélèvements, et près de 5500 plaintes qui ont été déposées. Voilà, ça c'était 2018, 2019, un peu en 2020. Voilà. Et maintenant, cette campagne est là, on a une publication qui va paraître sur les questionnaires qu'on a fait remplir, parce qu'on s'est dit il y aura peut-être là une cohorte importante qui pourra peut-être permettre de faire une étude, on l'avait anticipé. D'ailleurs, un groupe scientifique s'est créé en Ariège autour de ça. Et donc, voilà, on avait tous les outils pour une analyse au moins statistique, ce qui va être fait, pour analyser les résultats de tous ces questionnaires, mode de vie, puisqu'on ne pouvait pas faire des questionnaires de santé, puisqu'on n'était pas dans le milieu médical. Donc ça va sortir bientôt. Et voilà, on est en attente d'une instruction du procès. Et puis en 2020, donc fin 2020, Gilles Seralini sort une nouvelle étude sur les produits qui sont de nouveau vendus, les pesticides vendus en jardinerie, qui avaient été interdits jusque-là, puisque il y avait une loi qui interdisait l'usage par les particuliers des pesticides à base de glyphosate. Ces produits venaient en substitution des produits à base de glyphosate, herbicides donc, et Gilles Seralini et Gérald Ginger ont pris des bidons dans ces jardineries, en France, en Allemagne et en Pologne, et les ont analysés totalement dans toutes leurs composants, et se sont rendus compte que c'était une bombe à retardement au niveau toxicité, non déclarée, et disons avec une escroquerie à la clé, c'est que les gens achètent un produit dans des bidons verts avec des étiquettes vertes marquées dessus biocontrôle, et dedans, c'est une vraie mine de toxiques, de cancérogènes, et tout ça non déclaré, non étiqueté. Et donc évidemment devant ça, 3 associations assez axées sur ce sujet-là, Génération Future, Nature et Progrès et Campagne Glypho, se sont dit on ne peut pas rester là-dessus, on va lancer une campagne de dénonciation et de lutte pour aboutir à ce que ces produits soient interdits, mais surtout qu'il ne puisse plus y avoir ce genre de produits qui soient mis en vente, comme c'est le cas aujourd'hui, à cause de ce défaut. Donc il était clair qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, d'autant qu'on avait un outil qui était l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2020, qui est un outil extraordinaire et qui peut être utilisé par plein de juristes, et qui démontre donc que l'application de la réglementation n'est pas faite au niveau des organismes qui donnent leur avis sur l'autorisation des mises sur le marché. Parce que du coup, entre l'arrêt de la Cour de justice et la décision du tribunal de mars 2021, il y a une forme déjà d'embryon judiciaire, de jurisprudence qui est en train de se monter sur le fait qu'il n'y a pas
enfin, il y a une sorte de reconnaissance officielle du fait que les évaluations qui sont faites sur les produits pesticides ne sont pas suffisantes. Oui, ils ont beaucoup de juristes, d'associations, on se sont saisis de l'arrêt de la Cour de justice européenne et l'utilisent pour faire provoquer des recours pour justement la non-application de la réglementation. Et cette réglementation, si elle était appliquée, même si nous, faucheurs, on est toujours convaincus qu'elle n'est pas suffisante et qu'elle a des carences, mais déjà rien que l'application de cette réglementation ferait que une très grande quantité des pesticides qui sont vendus et mis sur le marché actuellement dans toute l'Europe seraient invendables et seraient interdits. Donc voilà, avant même d'imaginer de travailler à une réglementation plus pointue encore, déjà, la simple application de cette réglementation ferait qu'on pourrait imaginer que la quasi-totalité des pesticides de synthèse mis sur le marché aujourd'hui ne pourrait plus l'être. Donc, il y avait donc cette démarche qui a été menée, cet axe de lutte. Il y avait une plainte au pénal, puisqu'il y a eu fraude à l'étiquetage, fraude à la déclaration, mise en danger de la vie d'autrui, carence de l'État. Donc ça, c'est une plainte au pénal, une coalition d'associations en dehors même en renfort sur les 3 associations créatrices. Il y a eu d'autres associations qui sont venues, je ne vais pas les citer toutes, parce que j'en oublierai. Et il y en a de nouvelles qui viennent régulièrement se rejoindre à cette plainte. Ça, c'est l'action au pénal. Il y a une action qui est menée vers l'EFSA, donc la sécurité alimentaire au niveau de l'Europe, où là, ce sont des députés qui nous ont rejoints, des députés européens, avec qui on travaille depuis le mois de novembre et avec lesquels on a une réunion une fois par semaine, et qui sont extrêmement motivés pour poser d'abord on a fait une interrogation, maintenant une interpellation, maintenant ça va être une mise en demeure, et très probablement, vu qu'on a la totale certitude que la réglementation n'est pas appliquée, un recours devant la Cour de justice européenne. Ça c'est pour l'Europe, et on sait que l'ANSES, donc l'organisme identique, le même organisme mais en France, et il y en a un par État membre, donc j'imagine que ça peut prendre de l'ampleur au niveau européen, mais en France déjà, travaillons chez nous, là aussi avec des députés et des sénateurs français, on travaille également à avancer sur une interpellation, une mise en demeure et probablement un recours pour demander que la réglementation européenne soit appliquée. Alors, et pour finir, j'ai une question peut-être un peu plus générale. Ce dont on parle avec Secret Toxique, au final, c'est qu'à travers la réglementation correcte, l'application correcte de la réglementation, on sortirait des pesticides. Parce qu'à terme, c'est l'objectif. Et moi, quand j'en parle aux gens un petit peu, j'ai souvent des réactions, tu vois, dans le covoit que j'avais par exemple là, juste avant, pour venir ici, puis elle m'a dit, bah quand même, tu crois que c'est possible, etc. Donc, quelle serait ta réaction face à quelqu'un, quelle est ta réaction face à quelqu'un qui dirait sortir des pesticides, c'est un objectif inatteignable? Souvent, on nous pose la question de la faisabilité de l'abandon de l'usage des pesticides. Bon, déjà, il y a plein qui ne l'utilisent pas. Hein. Là, aujourd'hui, je suis dans un endroit où je suis sur un sol propre, sain, où il n'y a pas eu de pesticides étendus, et il n'y en a jamais eu, et il y en aura, j'espère, jamais. Donc il est possible de mener une agriculture sans apport de ces produits toxiques. Deuxièmement, pour moi, il y a une urgence sanitaire, on est plein dans les urgences sanitaires, mais là, c'est vraiment une urgence sanitaire très grave, et quand on est dans une urgence sanitaire de cet ordre-là, la question ne se pose plus. Il n'est pas question de savoir si on peut, si on ne peut pas, c'est qu'on doit. Ce n'est plus de pouvoir, de tergiverser, on doit. Alors, pour ma part, moi je suis très clair là-dessus, pour moi il faut que ces produits soient interdits, retirés de la vente, qu'il y ait une aide très forte, technique, financière, pour les agriculteurs qui vont avoir du mal à s'en passer, puisqu'on leur a appris que ça depuis qu'ils sont rentrés dans la profession. Il faut qu'on les aide
à une transition. Il faut qu'il y ait une transition qui se prépare. Mais si on ne parle que de la transition comme un préalable, ça ne marche pas. Pour moi, c'est l'interdiction comme préalable et ensuite une transition pour, en 2 ans, 3 ans, les agriculteurs changent leur méthodologie, changent leur matériel avec des aides substantielles de l'État pour arriver à une agriculture saine, comme ça existe déjà et comme il est possible de le faire. Donc ça serait la réponse que je ferais. Je pense que c'est une telle évidence, enfin moi, d'imaginer, parce que dans les études que fait Campagne Glypho, on se rend compte que les enfants sont ceux qui en ont le plus dans leurs urines. Moi, imaginez que mes petits-enfants souillent leur couche avec de l'urine, avec du glyphosate dedans, je peux vous dire que ça me fout une colère. Et donc, ça doit s'arrêter, ça ne peut pas continuer. Et je parle du glyphosate, mais les produits que Secret Toxique a dans le collimateur actuellement, c'est la même chose, je dirais presque en pire, puisque c'est des produits à base de vinaigre et d'acide pélargonique, d'extrait de géranium. Et donc en plus, il y a une escroquerie à la base.